parler. Merci beaucoup de vous avez parlé sur le document d'un comportement artistique. Vraiment, je vais vous avoir 20 minutes pour expliquer l'essentiel de la. Merci. Alors, monsieur, bienvenue. Monsieur le maître, aujourd'hui, je vous remercie d'avoir accepté le jugement de mon travail. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à l'achever. Le présent travail va porter sur la conception d'un outil de calcul qui va être à la fois simple, efficace et pratique, et qui va permettre la prédiction, des performances d'un encombrement acoustique. Alors, la présentation de ce sujet va être planifiée comme suit. Tout d'abord, on va commencer par une introduction générale dans laquelle on va avoir un aperçu général sur la notion de l'encombrement acoustique, ainsi qu'un revue sur les méthodes de prédiction de transmission sonore. Puis après, on va s'intéresser à l'objectif de l'étude et poser la problématique. Une étape va être allouée au développement de notre modèle analytique. On va commencer par une description, puis on va citer son principe. Dans un but de s'assurer de la crédibilité de notre modèle, on va lui associer une validation expérimentale. Et la partie la plus intéressante va être allouée à des applications industrielles. On va faire subir notre modèle à des applications industrielles et des problèmes acoustiques réels dans le but de bénéficier de ces atouts. Et on va achever cette présentation par une conclusion. Bien. Tout d'abord, on va commencer par définir notre modèle, définir notre encombrement. Il s'agit en fait d'une enceinte de forme généralement prismatique, comme montre la figure éclatée en bas. Elle est équipée d'un ensemble de parois assemblées les unes aux autres, un assemblage rigide ou flexible soit-il, et son rôle principal consiste à l'assurance d'une réduction maximale des transmissions sonores à son travail. Bien, on distingue différents types d'encombrement acoustique, et cela selon les fonctionnalités de la machine à isoler. On distingue les encombrements complets pour une isolation intégrale de l'encombrement, des encombrements partiels pour focaliser sur certaines parties bruyantes de la machine, et des encombrements intégrés dont les parois épousent celles de la machine. Bien, un aperçu plus approfondi sur nous mène à énumérer quelques éléments constitutifs de notre encombrement. Il est généralement équipé des ouvertures d'aération, des fenêtres de contrôle, d'entrée-sortie pour les produits et les déchets, des portes et des ouvertures d'accès, évidemment par ces parois, des joints d'étanchéité pour traiter les ouvertures et les fuites, et enfin des panneaux démontables avec joints. Bien, un aperçu plus exhaustif sur la constitution de la paroi d'un encombrement nous montre qu'elle est constituée d'un pavement extérieur pour l'isolation acoustique, un matériau absorbant pour l'absorption acoustique à haute fréquence, un film protecteur, ainsi qu'une tôle perforée pour les pavements intérieurs. Et cette conception de la paroi est justifiée par la compréhension du phénomène de propagation d'une onde sonore à travers une paroi. Bien, il est également intéressant de focaliser un peu sur les voies de transmission sonore à travers un encombrement pour une source bruyante qui produit du bruit. Ce bruit est généralement transmis soit une propagation à travers les parois en un pourcentage majeur, soit à travers les fuites et les ouvertures qui sont associées aux entrées-sorties de notre machine, soit une propagation indirecte solidienne par vibration de notre structure excitée par celle de la source. Bien, on va maintenant jeter un coup d'œil sur la littérature et les méthodes qui ont été utilisées pour prédire les transmissions sonores. On va commencer par les méthodes analytiques et qui sont dédiées au traitement des problèmes en basse fréquence ainsi qu'ils sont forts à l'interprétation des réponses
modal. J'ai ici cité un exemple très connu pour la réduction sonore et connu sous le nom de la loi de masse et qui fait la relation entre l'indice d'affaiblissement de la réduction sonore et fait la relation avec les propriétés intrinsèques de notre structure ou de notre paroi. Bien, on a également les méthodes numériques déterministes. Ils sont dédiés pour la modélisation des problèmes géométriquement complexes. Ainsi, ils traitent les problèmes qui disposent d'un nombre important de paramètres. Et aussi bien que les méthodes énergétiques, ils sont dédiés à la résolution des problèmes sur la gamme des autres fréquences. Bien, en vertu de toutes ces considérations, réussir un encombrement acoustique du premier coup en tenant compte de tous ces paramètres s'avère une tâche difficile, voire impossible. Les applications des essais sur des prototypes vont être onéreuses et va générer des dépenses colossales en termes de temps et en termes de dépenses matérielles. Et en vertu de ces considérations, est né le besoin de prédire les transmissions sonores. Ainsi, un modèle de transmission consiste à prévoir les performances d'un encombrement à partir de ses propriétés dimensionnelles et acoustiques. Et la fiabilité d'un modèle réside dans sa capacité à imiter au mieux un encombrement acoustique réel. Bien, on va allouer toute une partie pour développer notre modèle et va être scindé en deux parties. On va décrire l'environnement acoustique qui l'entoure dans un premier lieu et dans un second lieu, on va citer son principe. Bien. Il est indispensable de s'attarder un peu sur quelques notions acoustiques. On rappelle la notion de propagation d'une onde acoustique face à un obstacle. En effet, l'incidence d'une onde sur une paroi, cette onde va être scindée en trois parties. Une va être transmise à travers la paroi, une autre va être absorbée par le matériau, et une troisième va être réfléchie en obéissant à la géométrie de réflexion. Les quantités transmises et celles absorbées sont contrôlées par les fonctions respectivement alpha d'absorption et taux de transmission. On rappelle de même les notions de perte par transmission ou perte par insertion et qui représentent en gros le taux de réduction sonore assuré en présence d'un encombrement acoustique. Bien. On va commencer par présenter trois prérequis pour la construction de notre modèle, des prérequis relatifs à ce modèle. Le premier, c'est qu'on va travailler pour chacune des bandes de fréquences à part du fait que notre propriété acoustique du matériau, la transmission et l'absorption sont relatives à la fréquence, ainsi que les fréquences de résonance. Une deuxième notion va être mise en œuvre, c'est qu'il va régner deux champs. Et on appelle la notion de champ libre et champ diffus. À l'intérieur d'un milieu clos, contenant une source sonore, règne deux champs. L'un est champ direct et l'autre s'appelle champ réverbéré ou champ diffus et dû aux réflexions sur les parois du champ direct. Et une troisième approche, qu'on va l'utiliser, c'est une approche mathématique et qui va consister du passage du niveau de pression, du niveau de puissance au niveau de pression sonore. Bien, on va s'intéresser maintenant au principe de notre modèle. Il va être divisé en deux parties. La première partie consiste, à partir de notre source sonore, de déterminer le niveau de puissance sonore à proximité de notre encombrement. Et dans un second lieu, on va le déterminer à n'importe quel point alentour de notre encombrement. On va commencer par cette formule qui représente la base ou le cœur de notre modèle. Ici, on a fait la liaison entre le rapport de puissance incidente sur la puissance transmise, et c'est notre harmonie qu'on va chercher. Et elle est en relation avec les propriétés acoustiques ici et les propriétés dimensionnelles de notre structure, de notre paroi. Ainsi, d'autre part, on dispose des données de notre problème acoustique qui sont la puissance sonore initiale donnée par le constructeur et les propriétés d'absorption et de transmission, ce sont des propriétés acoustiques, et les propriétés dimensionnelles de notre structure, ce sont les données nécessaires pour résoudre notre système. Donc, une fois trouvé la puissance sonore transmise, en achevant ce calcul, on fait un passage logarithmique pour passage de la puissance transmise au niveau de puissance transmise.
et cela pour trouver le niveau de pression acoustique à n'importe quel point alentour. Bien, ce passage est assuré par la formule mathématique du prérequis, qui est celle-là, et qui dépend de la distance qui nous sépare de la proximité à un point quelconque, et va dépendre du quotient de constante de la salle, et qui est intrinsèque à la salle qui va enlever notre encadrement. Bon, on a dit qu'on a travaillé pour chacune des bandes de fréquences à part. Il y a une formule générale pour une moyenne logarithmique pour donner une valeur unique pour toutes les bandes de fréquences assemblées. Bien, dans un but de s'assurer de la crédibilité de notre modèle, on va lui associer une validation expérimentale par les valeurs expérimentales. On va tout d'abord décrire le dispositif expérimental de validation, puis on va interpréter les résultats trouvés. Bien, il s'agit en fait d'un conformatif de validation conçu par la société Accobip au Canada qui s'intéresse à ce champ de test. Bon, il est équipé de parois constituées d'une tôle mince métallique en tôle d'acier calibre 16, également une couche épaisse de mousse passive en fibre de verre pour les hautes fréquences, et également une couche protectrice a été associée à l'ensemble en tôle d'acier perforé. En outre, cet encombrement est équipé de deux silencieux, un silencieux acoustique d'entrée et l'autre qui se trouve ici de sortie. Et on dispose bien évidemment de toutes les connaissances dimensionnelles et acoustiques de toutes les entités qui constituent cet encombrement. Bien. Pour l'expérimentation et pour des raisons d'homogénéité des résultats, on a opté à mesurer les niveaux de son transmis à 8 points différents alentour de l'encombrement à 1 million de 7 mètres. Bon, les résultats de ces mesures de niveau de transmis ont été inscrits par bande de fréquence dans ce graphe-là. Et on peut en dégager deux remarques importantes. L'une, c'est pour les 8 points, bien qu'ils ont la même allure de son transmis pour chaque bande de fréquence, on remarque quelques écarts à quelques décibels près, et cela est dû à la directivité du son à l'intérieur de l'encombrement. Mais ici, on a le niveau sonore initial. À partir de cette figure, on peut passer à la représentation qui est la même que la précédente, juste c'est au niveau de la perte par insertion. C'est le niveau de réduction sonore. Et la deuxième remarque nous mène à remarquer que les transmissions en basse fréquence sont beaucoup plus loin que celles qui sont en basse fréquence. Elles sont à l'ordre de 4 décibels ici, et l'ordre entre 10 et 20 décibels en basse fréquence. Bien. La partie la plus intéressante de la validation de notre modèle consiste à la comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats prédits par notre modèle pour les mêmes conditions. Bon, schématisé par cette représentation graphique, c'est une comparaison entre l'expérimental et notre modèle. On montre une concordance ou une conformité de notre modèle avec l'expérimental pour les basses et les moyennes fréquences. Néanmoins, notre modèle va un peu diverger et va marquer un peu d'écart pour les autres fréquences qu'on va interpréter un peu plus après. Bien. L'interprétation des résultats trouvés. On va commencer par la conformité en basse et moyenne fréquence. Rappelons tout d'abord que les transmissions sonores de basse fréquence sont régies par le phénomène des voies acoustiques, c'est-à-dire qu'il y a une vibration de la structure due à une excitation de la source à l'intermédiaire de la cavité qui se trouve au milieu. Cette excitation permet le rayonnement du son acoustique ou du bruit à l'extérieur de l'encombrement. Et cela nous montre que les transmissions sonores en basse fréquence sont contrôlées par la rigidité et la densité de notre structure. Bon, on va, pour l'interpréter, commencer à partir du cœur de notre modèle. Rappelons qu'il est étroitement lié au quotient d'absorption ainsi que le quotient de transmission de notre modèle. Dans la littérature, on trouve que le quotient de transmission dépend éventuellement de l'impédance du milieu d'incidence et du milieu de transmission. Cette impédance s'écrit sous la forme d'une densité fois la célérité, où un aperçu plus approfondi nous montre que cette célérité dépend intégralement de la rigidité et de la densité. On trouve enfin que cette
ce quotient de transmission dépend de la rigidité de la densité. De même, pour le quotient d'absorption, il dépend de la résistance acoustique et la réactance acoustique, qui ne sont que la partie réelle et imaginaire de l'influence acoustique complexe. Bien, quant à la divergence de notre modèle pour les autres fréquences, on peut l'interpréter par cette figure qui représente, pour une large gamme de fréquences, la réponse ou la perte par insertion ou la réduction sonore. On trouve ici des puits qui coïncident avec la résonance de la structure. C'est ici on trouve la fréquence fondamentale ou la fréquence critique et d'autres fréquences d'ordre plus supérieur. Donc, pour l'ordre supérieur, on remarque une densité modale qui ne peut pas être interprétée par notre modèle qui est analytique simple et ce qui justifie la divergence. Bien, la partie la plus intéressante consiste à faire subir notre modèle à des applications industrielles pour pouvoir comprendre l'influence de la présence des entités et la variation des différents paramètres sur cet encombrement acoustique et sur son rendement et sur la transmission sonore à travers. Bon, pour ce faire, on a mis en œuvre deux applications. La première consiste à avoir une source sonore dont on connaît d'avance le niveau de puissance. Le niveau de puissance est donné. Il va être isolé par un encombrement type de dimension donnée. Il va contenir deux ouvertures et on place le tout dans un champ libre, c'est-à-dire que ce n'est pas dans une salle. L'encombrement n'est pas lui-même encombré. Bien, les résultats de taux de réduction sonore assurés par cet encombrement sont représentés par ce schéma ici. Pour les autres, c'est sans encombrement et le français pour avec encombrement. Donc, les résultats ont donné une réduction sonore d'ordre de 10 décibels pour les basses fréquences, une réduction d'ordre de 20 décibels pour les hautes fréquences et une réduction globale, comme on l'a dit avant, une réduction globale d'ordre de 17,3 décibels. Bien, en exploitant cette application a été faite pour déterminer l'influence de la présence et de la variation des dimensions de notre des ouvertures sur la transmission sonore. Ici, on a fait varier les dimensions des ouvertures, ça ne va pas être applicable sur des prototypes, on aura recours à fabriquer plusieurs types. On a fait varier et on a schématisé les niveaux de puissance transmis. On trouve ici que sans ouverture, il y a des transmissions faibles, c'est notre résultat d'ailleurs, diminution de la réduction proportionnellement à l'élargissement de l'ouverture, et une autre remarque, que l'impact est plus marqué des ouvertures en haute fréquence. On voit ici que les intervalles en haute fréquence, c'est beaucoup plus marqué que celles en basse fréquence, c'est-à-dire que les ouvertures sont plus influentes au domaine de basse fréquence et il faut les traiter minutieusement. Bien. On va, dans un second lieu, où on va tenir compte de la seconde application qui va tenir les mêmes données. On a une source avec un niveau de puissance donné. Juste cette fois, on a un encombrement sans ouverture, mais par contre, on va placer notre encombrement dans une salle de réverbérant pour étudier l'influence de sa présence. Bien, les résultats, comme auparavant, ont donné une réduction sonore d'ordre de 11 décibels pour les basses fréquences, d'ordre de 25 décibels pour les hautes fréquences, et une réduction globale d'ordre de 18,6 décibels. Bon, on va maintenant exploiter ces résultats pour déterminer l'influence de la variation de dimension de la salle qui contient l'encombrement. On a fait varier linéairement les dimensions de 10 x 10 x 2 mètres jusqu'à 35 x 35 x 7 mètres. Et cela nous a, à partir de ces résultats, on a eu des déductions. La première déduction, c'est que la variation de la dimension de la salle affecte le niveau sonore de pression pour toutes les fréquences de la même façon. On trouve que l'intervalle ici de la variation est le même que pour les basses fréquences. Une deuxième déduction relative, c'est le niveau sonore de pression qui est calculé en un point de plus en plus élevé que les dimensions de la salle sont de plus en plus petites. C'est-à-dire pour des encombrements qui se trouvent dans des salles bien plus petites, on souffre de la présence des niveaux de transmission qui sont élevés. Et une troisième déduction, c'est on remarque que pour une variation on trouve que l'écart ici
pour des distances éloignées, est beaucoup plus marqué que celui pour les distances qui sont un peu plus proches. Et c'est le sujet de troisième, on voit ici, c'est l'explication de la même déduction. On voit que c'est une variation non linéaire par rapport à une variation linéaire des dimensions de l'enfant, de la salle de l'enfant. Bien. Une deuxième application qui va être appliquée pour déterminer l'influence de la distance du point de calcul. On a auparavant calculé à un point de 7 mètres. Ici, on va varier entre 3 et 30 mètres et on va déduire deux déductions. La première, on remarque une décroissance du niveau sonore en s'éloignant de l'enconfrement, et c'est bien évident. Ici, on a pour 3 mètres, on a des niveaux de transmission élevés, alors que pour 30 mètres qui sont beaucoup plus éloignés, on a une nouvelle réduction. Mais la déduction la plus importante, c'est que la vitesse de l'atténuation du bruit décroît à fur et à mesure qu'on s'éloigne du point d'émission de bruit. Et comme on a vu auparavant, que cet intervalle est beaucoup plus important que celui-ci pour les zones beaucoup plus éloignées. Bien, une troisième exploitation de notre modèle réside à déterminer l'influence de la variation du quotient d'absorption de la salle qui va contenir notre composant. Et pour cette représentation, on montre le niveau de pression transmis pour différents matériaux qui constituent les parois de notre salle. On trouve une direction qui nous dit que les murs ayant des quotients d'absorption faibles engendrent des niveaux de transmission élevés. Comme ici on trouve le béton avec un quotient d'absorption d'ordre de 0,03 par rapport à 1, qui est un quotient relativement faible et qui donne par contre des transmissions élevées, et c'est dû à l'augmentation du champ de réverbération à l'intérieur de la salle, et vice-versa pour des matériaux qui ont une absorption relativement élevée, on a des niveaux beaucoup moins intenses. Bien, on va achever cette présentation par une conclusion. Cette conclusion s'intéresse du fait que notre modèle nous a permis des réductions des niveaux sonores élevées avec une connaissance minimale des propriétés acoustiques et dimensionnelles de notre modèle. Il existe d'autres modèles qui requièrent un nombre important de paramètres et qui ne sont pas pratiques dans les applications courantes. Et cet modèle nous a permis la compréhension de l'influence de la présence des différents entités dans l'environnement ainsi que la variation des paramètres associés, et ça va nous faire gagner beaucoup d'argent en termes des applications sur le prototype. Néanmoins, pour les limitations à notre fréquence pour notre modèle, on peut utiliser des modèles hybrides en faisant un couplage avec d'autres méthodes déterministes ou d'autres méthodes numériques et énergétiques, et ça va être étudié dans un projet sur le projet. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Gisèle. Alors, on va passer à la discussion. Je cède la parole à notre ami Mahfouz. Vous voulez que j'arrive? Oui. Donc, je remercie Simran pour son exposé clair qui m'a permis d'entendre des choses que je n'avais pas compris en lisant le rapport. Bon, j'ai pas pris beaucoup de temps à le lire parce que je l'ai reçu il y a 2 jours. Je m'excuse de ça. C'était moi. C'est un des reproches que j'ai à vous faire, mais sinon, je trouve qu'il est bien rédigé, sauf qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Là, je commence par les questions de forme. J'ai trouvé beaucoup de fautes d'orthographe. Vous pouvez faire le correcteur orthographique si ça vous enlèvera. Pas beaucoup, il y a 2 par page au moins. Autre chose pour les questions de forme, il y a des figures. En principe, elles doivent être citées dans le texte. Je cite par exemple la figure 1 et la figure 2, je n'ai pas trouvé qu'elles étaient citées. Elles sont mises avec le texte, mais on ne dit pas que la figure 1 représente quoi.
Donc ça, il faut que toutes les figures elles soient citées sur le texte. Certaines figures aussi, elles manquent de légende. Par exemple, la figure 20, c'est la page 59. Il y a 23, mais on ne sait pas c'est quoi, c'est en décibels, je suppose. C'est la page 59, ça. Ouais. Et la figure est ensuite en dessous. La figure 20, représente. Mais pour les axes, en fait, je parle des axes. Ok. Il n'y a pas les unités, il n'y a pas la descente. C'est en décibels et en fréquence là-bas. D'accord. Pareil, je crois, pour je vais monter une figure. Bon, ça, c'est pas très méchant, mais il faudra les corriger pour la version finale. Donc, autre chose, il y a des références aux citations. Elles sont quelquefois mises en exposant dans le texte et parfois elles sont mises entre crochets. Entre crochets pour les figures et en exposant pour le texte. Dans le corps du texte. Okay. Normalement, dans le texte, c'est entre crochets. Il vaut mieux qu'on utilise la même notation. Autre chose, je n'avais pas compris le cas en lisant votre manuscrit, ou même en écoutant votre présentation. Je n'avais pas compris le cadre du travail. En fait. C'est la société, c'est une société québécoise, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que c'était en Québec ou est-ce que c'est en Québec? C'était un travail anonyme. Il me charge de faire des tâches et je travaille et on est en contact avec l'encadrant. En fait, c'est un encadrant qui est au Québec. Oui, c'est un encadrant qui est un ingénieur qui travaille dans la société Agrovico et qui m'a chargé de développer ce modèle. Et on travaille, et à fur et à mesure qu'il me donne des données, je travaille et je fais un compte rendu. D'accord, vous avez travaillé par Internet, vous lui envoyez à chaque fois. Oui, par un meeting une fois chaque semaine ou chaque 2 semaines, et il m'envoie les données et je fais ça. D'accord, ça je ne l'avais pas vu. Je n'en avais pas mention de l'inscrit, oui, vous avez raison. J'ai une autre question en fait, parce que je vois que la salle est vide, est-ce que c'est un projet industriel Non, mais c'est pas confidentiel, mais je me trouve plus à l'aise pour une présentation. Donc, aussi pour les questions de forme, j'ai dans la page 25 où vous citez Baron et Al. Deuxième ligne, vous citez Baron et Al en 1949, mais vous ne mettez pas La référence. la référence. Bon, le baron, j'ai inscrit son modèle dans les références, mais je n'ai pas fait le lien avec cette citation ici. Il vaut mieux quand vous citez quelqu'un de mettre la référence, comme ça, si on veut chercher un peu, on pourra trouver. Il y a aussi la même remarque pour la page suivante, il y a Paris 1985, il y a Suède aussi. 1985, c'est dans la Bible suivante, il y a 6. C'est son indice. 6, c'est pas le même auteur, je crois. Monsieur, c'est pas l'auteur, c'est une référence à l'intérieur de cette référence. Donc vous avez cité le livre dans lequel vous avez trouvé. C'est cité à partir d'une bibliographie. Cette bibliographie, j'ai cité cette référence, mais à l'intérieur de cette bibliographie, on a cette détails. Ce n'est pas toujours faisable d'avoir accès à ce genre de bouquins, ils sont parfois payés. Alors je fais référence à des textes ou des travaux qui ont eux-mêmes cité ce travail à partir de ces textes. Autre chose, j'ai remarqué que vous parlez des éléments finis et des éléments de forme claire. Vous ne les avez pas utilisés en fait. C'est une approche juste, on a utilisé 3 méthodes, et il existe 3 méthodes. Une méthode analytique, c'est le sujet, j'ai travaillé sur la méthode analytique. D'autres approches qui sont les approches numériques déterministes et énergétiques sont hors le cadre de ce travail, mais ils présentent d'autres solutions pour résoudre le problème. Je passe un peu aux questions chimiques, c'est des questions de fond.
J'ai une petite curiosité. Dans la page 31, vous dites que la fréquence médiane, donc c'est racine de F1 fois F2. Pourquoi vous n'utilisez pas la moyenne F1 plus F2 sur 2 par exemple? Ça vous donne. Bien. On a généralement une large étendue. L'utilité de la fréquence médiane, c'est que on trouve le double chaque fois pour chacun des intervalles. Par exemple, entre F1 et F2, et je prends l'exemple entre 88 et 176. La formule nous assure un autre passage pour la fréquence prochaine entre 176 et 364. On trouve que les fréquences médianes, l'une est le double de l'autre, c'est-à-dire un passage de 125 à 250. Pour la moyenne, ça n'assure pas cette régularité. Vous avez remarqué dans la courbe, en utilisant la fréquence médiane, on aura une abscisse quasiment linéaire, 125, 250, 500. Vous voyez, chaque fois, on fait le double. Et c'est l'utilité de la fréquence médiane. Et c'est ainsi qu'on travaille. On travaille la bande octave au partiel. J'ai une autre curiosité, c'est pas vraiment une question de temps. En fait, le bruit il dépend des éléments qui tournent à l'intérieur de votre essence. C'est la machine qui provoque le bruit. Et généralement, ce sont des organes tournants qui entendent cette vibration. Ils ont bien une fréquence déterminée. On n'est pas obligé de dimensionner le caisson sur toutes les fréquences. Bon, vous dites que en réalité, c'est pas vrai. Donc, pour un son réel, on n'a pas un bruit dans une seule fréquence. Le bruit est étendu du basse jusqu'aux autres fréquences. Oui, mais si j'ai un c'est seulement pour les sons purs. Par exemple, pour un piano, lorsqu'on appuie sur une note, c'est une fréquence pure. Mais pour un objet réel ou même les paroles quand je parle, ça s'étend sur une large gamme de fréquences. Oui, quand vous parlez, je comprends. Quand vous parlez, je comprends que c'est une large fréquence. Vous changez de fréquence, mais pour un élément tournant, pour une machine, donc tout le temps à la même vitesse. C'est pas évident que la rotation pour une fréquence constante donne un son de fréquence constante, de fréquence unique. Du fait qu'il y a des contacts, qu'il y a de contacts avec le sol, contact entre l'arbre tournant et la structure, ça donne d'autres bruits qui se font sur notre fréquence. Ce n'est pas relativement à la fréquence de rotation. Ce dont vous parlez, ça peut engendrer des vibrations qui s'étendent de proche en proche jusqu'à arriver à la structure. La structure va vibrer sur une fréquence unique. C'est vrai. Et si vous permettez que je mette une représentation graphique pour vous expliquer. Si vous voulez. C'est juste ça. Bon, ça m'échappe pour le moment, mais pour dire qu'on a vu qu'il y a une coïncidence avec les fréquences de résonance. Cette coïncidence est due à la résonance dont vous parlez, de la vibration de la structure, coïncide avec la vibration à cette fréquence elle-même du bruit. Et ça va causer des phénomènes de résonance, et ça peut générer des rayonnements à l'extérieur de votre corps. Bon, j'ai une autre curiosité aussi, je dirais que c'est une curiosité. Par rapport aux résultats expérimentaux, donc vous montrez à un certain moment des résultats expérimentaux. Et vous avez des points pour chaque octave. Comment vous faites pour détecter l'octave? Ces points, comment ils sont calculés? Et ce n'est pas mon travail ici, c'est le travail qui a été élaboré à la société Accoville. Et il m'envoie, comme exemple, qu'on a des mesurages pour 8 points. Ces 8 points pour chacune des bandes octaves, on marque. Oui, mais ils font comment pour changer les octaves? Il existe des sonomètres appropriés pour déterminer le bruit en spectre, pour chacune des bandes octaves. Ils ne donnent pas une valeur dans tout un spectre.
Il y a des sonomètres usuels qui donnent la formule globale, puis la valeur globale que j'ai mentionnée, mais il y a des sonomètres appropriés et spécifiques pour leur travail qui déterminent le niveau pour une large bande de fréquence. Et donc, si je regarde le résultat, donc, quand vous comparez les deux contre votre travail expérimental, enfin, Le résultat de prédiction. théorique et le résultat expérimental, il y a des différences. Enfin, je dis que c'est pas très grave. C'est pas très grave du fait que la formule nous fait un moyen. C'est-à-dire qu'un écart pour une bande de fréquence n'affecte pas le résultat qui s'étend sur 8 ou 6 bandes de fréquence qui est calculé ici. Oui, mais le problème que j'ai en fait ici par rapport à ça, c'est que je crois que c'est page 52 ou 17 sur votre. C'est le transparent 17 sur votre présentation. Donc là, si je regarde, vous avez une différence de 30 décibels sur les hautes fréquences. Effectivement. Donc votre modèle, il n'est pas. On va dire que votre modèle, il n'est pas bien adapté aux autres fréquences. Du fait, généralement, tous les modèles analytiques, peu importe leur performance, la performance d'un modèle analytique réside dans le nombre de paramètres qui fait intervenir. Mais notre rôle, ce n'est pas de trouver un modèle parfait, mais on essaie de trouver, parce que la société Accobin fait à l'ordre de 3 à 4 projets par jour. Si on va traiter et disposer de tous les paramètres, on ne va pas achever cette cadence. Et de ce fait, on essaie de trouver un résultat qu'on va conduire. Et donc pour le transparent numéro 22, vous avez ça, ce sont des résultats théoriques en fait. Oui. Vous avez tiré la conclusion que pour les hautes fréquences, la dimension des ouvertures est plus marquée. Plus on fait l'ouverture, on élargit l'ouverture, oui. Il y a effectivement une variation sur toute la bande des fréquences, mais elle est plus marquée en haute fréquence que celle de la basse fréquence. Ouais, mais vous dites que votre modèle n'est pas bien adapté aux autres fréquences. Est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas dû à votre modèle? C'est parce qu'elle n'est pas adaptée pour les hautes fréquences, pour les transmissions sonores. Et si on a une comparaison, s'il n'est pas fiable pour les hautes fréquences, il ne le sera pas pour. Ici, on a juste une comparaison. Une différence entre les deux. C'est-à-dire si on a une différence de 30 décibels pour une taille d'ouverture et on a la même pour 30 décibels pour l'ouverture de dimension, ça va donner une même différence. Et ça s'explique, d'autre part, ça s'explique théoriquement du fait en notre fréquence, on a une longueur d'onde, une grande longueur d'onde, qui va être pas trop affectée par les ouvertures. Mais par contre, pour les basses fréquences, pour les autres fréquences, on a une petite longueur d'onde et ça c'est plus affecté parce qu'on fait changer les ouvertures, ça affecte plus les hautes fréquences. Mais bon, moi, mon problème, c'est que si vous dites que votre modèle n'est pas bien adapté aux hautes fréquences, je trouve que la conclusion que vous tirez ici, elle est. Auparavant, lorsqu'on a parlé de non-fiabilité de notre modèle en haute fréquence, cette non-fiabilité, vu que notre modèle dépend d'un nombre nombre réduit de paramètres, de l'absorption de transmission, si on a un écart de 30 décibels, cet écart va être de même pour toutes les dimensions. Et j'ai ici remarqué, je n'ai pas pris la valeur parce que j'ai une faiblesse pour mon modèle, mais j'ai pris la différence. Et ça s'explique qu'on le trouve pour toutes les variations des ouvertures, on trouve ici la même variation.
Et en conclusion, donc, vous dites que vous faites de l'optimisation des paramètres. C'est après quand c'est pas mon travail ici. Bon, j'ai fait un essai, j'ai conçu deux programmes MATLAB de deux applications associées. Et le programme MATLAB contient des balises qui vont servir à faire des optimisations. Si je fais entrer mon modèle à l'intérieur, et je fais des paramètres à optimiser, et ce qui vous donner à quelle heure j'optimise, et ce sera le résultat. D'autre partie, l'optimisation, c'est pas l'optimisation parfaite, mais l'optimisation du fait que, par exemple, dans ce graphe, le fait que je vois la différence, je peux optimiser, prendre le choix de tas de mes ouvertures. Donc c'est plutôt dans les perspectives. C'est qualitatif, c'est pas quantitatif, c'est pas pour donner une valeur exacte d'un paramètre utilisé. C'est juste pour avoir. Mais ne le faites pas pour l'instant, c'est dans les perspectives de votre travail. Après, vous pouvez utiliser ce que vous avez fait. C'est le sujet du master pour utiliser le modèle déterministe numérique pour optimiser les paramètres. Parce qu'en réalité, on ne dispose pas d'un encadrement généralement prismatique, on dispose de paramètres ou d'un encadrement qui se trouve dans un milieu humide, en présence des vents avec des vitesses variables. Il faut des modèles qui font intervenir un nombre plus important de paramètres, et il faut des modèles, des méthodes numériques. Entre des formes des encadrements sont généralement complexes, ils nécessitent des discrétisations numériques. Sous forme de doigts et l'étude pour chaque point élémentaire. Il y a aussi des systémismes, donc on va passer maintenant à la parole au matin. Pour nous-mêmes, en situation, pour le projet avancé en constitution de la région qui était peut-être de la société de Covid, ce qu'on est devenu certains temps. Donc, il a proposé de projet, ce projet est un projet diagnostic. Donc, celui qui a suivi le plus ce travail, le projet de connaissances en général, cette partie, je l'enseigne dans le cours diagnostic des années précédentes. Ça donne ce cours de donc voilà, donc ça c'est une nouvelle tentative. Pour les cas, j'ai présenté pour les cas, si on utilise un modèle analytique, c'est prévisible d'avoir un problème de corrélation entre expérience et modèle technique. Parce que vraisemblablement un modèle morphologique ou autre peut aider mieux la réalité ou peut reproduire mieux la réalité qu'un modèle analytique grossier qui ne tient pas compte d'une valeur. Donc ça c'est la remarque. Bon, il n'est pas possible de différence d'après cette figure, mais ça c'est une application particulière déjà, parce que LP, ça c'est pour une configuration particulière. Selon les données qu'on a associées. Donc une question. Il ne m'ont pas dit que j'ai. Et quelle est la nature des mouvements à l'intérieur? Ça c'est pour deux. Ah oui, c'est bien sûr. On dispose des données de puissance solaire de chaque source. Il prend les mesures. C'est pas comme rapport. Ça correspond à quelle source? À quelle source solaire, c'est donné en puissance acoustique. Oui, en puissance acoustique, je fais le passage en pression acoustique par la formule que j'ai présentée en prérequis. Je fais le passage entre le niveau de puissance. Mais il faut dire que ça correspond à quelle source? Source. Donc, ça c'est mesuré à 7 mètres. Oui, bon, correspond oui, à ça. On a un point particulier. Il faut dire en quel point? En point, oui. En quel point? Pour quelle source? Pour quel point? Les résultats, j'ai fait la comparaison à un seul point, c'est le point numéro 7, du fait qu'il n'y a pas une grande différence que j'ai cité tout à l'heure, et qu'il y a un léger écart entre les 8 points. Et on a fourni juste les 8 points pour interpréter la variation avec le petit écart. Donc le point est bien, parce que pour 2,7, comparaison de résultats entre les résultats de la méthode de parents, de calcul
du niveau de pression sonore à 7 mètres de la source. Oui, c'est Il faut dire en quel point où le problème de directivité ne se présente pas lorsqu'on change d'un point. Oui, on a dit que Il faut dire ça quel présente. point, il faut dire pour quel encombrement, vous se donnez dans mon annexe, peut-être, il faut dire pour quelle source sonore. Source sonore, c'est donné peut-être en puissance acoustique. En puissance acoustique, par bande octave, combien la source. Monsieur, on va fournir le niveau de puissance sonore. Ce n'est pas un problème de fournir le niveau de puissance sonore ou le niveau de pression sonore tant qu'on a un outil mathématique de faire le passage. Généralement, on relève, parce qu'on sait que le niveau de puissance sonore c'est intrinsèque à la source elle-même. C'est-à-dire, il n'y a pas d'influence de la distance. Donc, je me suis Une source à l'acoustique, lorsqu'on cherche la puissance, c'est on importe dans quel point c'est intrinsèque à cette source. Je me suis en un point. Donc, il y a un confortement, il y a une source sonore, il y a un confortement. Et je mesure la pression sonore, ce qu'on appelle le niveau sonore, en un point. Ces niveaux sonores dépendent de la source et dépendent de l'environnement. Dépend de la source dans quel sens, monsieur? Par exemple, si la source, j'augmente le niveau sonore dans la source, le niveau sonore se prend, on va augmenter. Oui, c'est sûr qu'il va augmenter. Donc, ça veut dire lorsque je donne une valeur d'un niveau sonore, d'une puissance sonore, par rapport à une source bien définie, la source est caractérisée par sa puissance. Et pour un conformant bien défini, il faut définir. Ce résultat, et en un point bien défini par un schéma, par une figure, pour une source bien définie, si tu augmentes le volume, si c'est un poste radio qui sont augmente le volume à l'intérieur de leur conformant, le niveau sonore va augmenter à l'extérieur. Donc c'est pour une source bien particulière qui a ses caractéristiques. La pleine connaissance est caractérisée par sa puissance acoustique par le monde octave. Sûr, si on parle de la validation, si vous permettez de m'indiquer le niveau de la page. Ça, c'est la page 52. Pas bien saisi. Page 52. Et dans le NP, quand par exemple on veut expérimenter le résultat de la méthode du ballon, je calcule le niveau de pression sonore à 5 mètres de la source. À 7 mètres de la source. 7 mètres dans quelle direction, à quelle hauteur, à quel point. Monsieur, on a effectué des mesures à 8 points alentour. Et ce point en particulier, C'est le 8 points, on a une valeur. C'est une moyenne. C'est pas une moyenne, mais les 8 points ne diffèrent que de quelques décibels. Mais il faut être précis. Il faut dire, ça c'est la moyenne, ou ça c'est un point X. Il faut être précis. Soit je dis, je fais la moyenne sur 8 points, ou bien. Alors c'est relatif. J'ai choisi un point, c'est le 7e point parmi les 8. J'ai choisi le 7e point du fait que je n'ai pas trouvé une grande différence entre les 8 points, du fait qu'elles se trouvent sur la même rayon de 7 mètres, les 8 points. Le seul facteur qui va faire la différence, qui a de l'influence, c'est la distance de la source. On s'éloigne de la source, mais à un rayon de 7 mètres, tous les points, à quelques, comme j'ai indiqué tout à l'heure, à quelques décibels près. Quel se devait dire en science? Ça ne veut pas dire un décibel comme ça. On va dire ça. Est-ce que les points, s'ils ont tous les points, ils ont la même valeur, ils ont la même valeur? S'ils n'ont pas la même valeur. Non, il n'y a pas de valeur. Mais... Donc, ce résultat, normalement, même dans le titre de la figure, il faut dire que ça correspond à quelle source qui est définie quelque part et à quel conformant qui est défini quelque part. Les membres du jury peuvent se donner, et je pose cette question, mais moi je pose cette question pour la première fois. Et ça, c'est un bon point. C'est installé à BZ et tu vois bien. Bon, par exemple, une autre remarque, je vois maintenant. Je trouve maintenant, page 82, remarque 1 et remarque 4. Est-ce que tu vois le remarque 2 de loin? Je le trouve maintenant. Par hasard, c'est une coïncidence. Page 82, remarque 1 et remarque 4 dans le programme maths. Je vous dis, je vais écouter parce que je connais les marques du programme. Remarque 1, remarque 4, remarque 2, 3. Parce que j'ai beaucoup changé dans le programme, peut-être j'ai oublié c'est la fonction remarque. C'est inscrit en vert, c'est-à-dire c'est pas de la programmation, c'est élémentaire. Combien de choses dans le rapport, les gens vont poser des questions. En disant ça.
Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Souchel. Bon, vous êtes l'encadreur et loin. Oui. Nous, Internet, c'était cool. Bah ouais, je diffusais Internet. Je suis con, ça façon de. la remarque en concerne le rapport qui a fait hier, avant-hier. Donc, hier, j'étais occupé tout à l'heure, je n'ai pas pu le côté. J'ai essayé de regarder aujourd'hui un tout petit peu. En plus, je suis pas spécialiste. Bon, comme remarque générale, je trouve que le rapport est fait correctement. On exposé aussi, donc ça fait c'est clair. Au lieu de travail, bon, l'acoustique, je pense que c'est pas étudié à l'INIM ou étudié. Non, il a fait du cours. Il a fait. Il a fait du cours. Des cours de formation master, des cours de formation junior. Donc, heureusement, ça va. Oui, ça m'a aidé à traiter, à avoir des notions de base. C'est bon. Et pour être loin, monsieur, je m'excuse, c'était pas très. J'ai pas pu assister tout le temps. Monsieur Chouchen connaît la situation de santé et la raison pour laquelle j'ai exposé en décembre, c'est que ça n'était pas facile d'exposer en juin, ni j'habite à Bizerte, c'est pas facile de faire le transport. Bon, alors donc. C'est pas une excuse, mais juste pour la vérité. Donc la souffrance aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez un peu de travail. Non, c'est pas relativement à ça. C'est relatif dans une part du volume de travail, du fait que je reçois des informations et des données d'après la société, et mon contact les me donne. Mais pour une durée de 2-3 mois, j'ai travaillé, du fait que j'ai été aux opérations. Bon, maintenant, vous avez tiré le travail, est-ce que vous avez donné un compte rendu à la société? Oui, bien sûr. Bien sûr, et on utilise sur le fait qu'il a confirmé par la validation de pouvoir exploiter les applications et les influences que j'ai données. Je travaille beaucoup sur des encombrements similaires, mais qui diffèrent un tout petit peu dans les différences capacités. Leur problème majeur qu'ils traitent à l'ordre de 1000 problèmes par an. Une cadence de 3 problèmes par jour et ils n'ont pas de temps pour appliquer sur des prototypes chaque fois. On va démarrer les paramètres et le paramètre de dimension. Le but de ce travail, c'est concevoir un outil pratique qui est simple, qui s'utilise couramment chaque jour et qui tient compte. Eux, en industrie, ils disposent généralement des données de transmission et d'absorption des parois. On a utilisé cette propriété, on a ajouté les propriétés dimensionnelles pour concevoir un modèle qui sont pratiques et qui parlent beaucoup de dépenses. Bon, alors, en ce qui concerne la suite, si on connaît ce travail, il faut, dans un travail suivant, on va consacrer tout le travail à modéliser numériquement, apprendre comment modéliser numériquement. Tout d'abord, on va modéliser géométriquement sur des logiciels comme Katia et comme ANSYS et autres, faire le maillage pour les modèles géométriquement complexes, puis comprendre les balises concernant l'acoustique dans ces logiciels, et travailler le même travail, faire des comparaisons expérimentales, faire les validations et appliquer des applications pour en tirer des déductions qui vont être utiles pour comparer la comparaison. et ce travail va être donc inscrit dans le cadre militaire, Dans le cadre de master. Comment? Master. J'ai fait le master en parallèle, je l'ai réussi, et juste après une semaine, à partir d'aujourd'hui, je vais entamer. J'ai eu déjà j'ai reçu le cahier de charge. Et le travail va être fait par en distance. Dans cette fois, je vais travailler dessus. Oui, je vais travailler à distance, mais je vais lui mettre en situation. Le faire au courant.
Et la société, donc vous avez la société, donc vous êtes toujours là, donc c'est rapport. Ça peut peut-être pour des. Pour l'instant, ils me fournissent les valeurs de l'expérimental. Peut-être pour un projet de thèse, je ferai des quantités. Il m'a promis une chose pareille, faire des quantités pour effectuer moi-même des expériences, parce que je développe mon propre modèle en se référant à des références bibliographiques ou à la littérature. Je vais appliquer mes propres expériences à des environnements où je vais moi-même les consommer. Maintenant, comme matériau d'isolation phonique, est-ce que vous pouvez donner donc, des matériaux qui sont bons pour l'isolation phonique? Donc, l'isolation phonique ne peut pas être relative à un seul type de matériau. J'ai déjà présenté la paroi. La paroi est constituée de plusieurs couches. Une couche mince, relativement mince, en tôle, pour rigidité, pour surmonter les difficultés de la résonance en basse fréquence. Une autre couche va être épaisse, comme acier, aluminium, n'importe. c'est pas n'importe, mais c'est relatif à la rigidité. Par exemple, on détermine la rigidité. On dit par exemple qu'on a besoin d'une rigidité de tel ordre, et on va lui associer les matériaux appropriés. Par exemple, 2 gigapascal pour la rigidité, on va s'inspirer de l'acier. Oui, pour l'absorption, c'est une isolation. Pour l'autre gamme, on ne peut pas traiter toute la gamme de fréquences de la même façon. Pour les autres fréquences, on met une couche à l'ordre de 50 mm de matériaux absorbants. Et ces matériaux, c'est quoi? Ces matériaux absorbants, comme le fibre de verre, le fibre de roche, Ils absorbent tous de la même manière? Non, ils vont les propriétés dans les termes de mais selon le besoin d'absorption. Mais ce qu'il faut tenir compte que c'est pas relatif à l'épaisseur. On croit que si on augmente l'épaisseur à une grande étendue, ça assure, c'est pas juste. On peut avoir 2 mm de tôle qui vont assurer la même isolation. Il faut comprendre la philosophie, le phénomène de propagation de l'onde. Vous devez associer les paramètres à l'ordre. Il est vrai que pour une grande épaisseur, on peut réduire n'importe quelle source sonore, mais ce n'est pas rentable. On va l'optimiser par la compréhension de phénomène de transmission et de sanction. Ça, vous l'avez mis en annexe, quand je regarde l'annexe 4, vous avez mis les coefficients d'absorption de certains matériaux visuels. Vous aurez pu. 68. Oui, vous aurez pu répondre avec l'annexe que vous avez ici. Moi, je ne suis pas arrivé à la réponse, je ne suis pas dit ça. Là, j'ai aussi répondu ce que je connaissais. Alors, donc, vous parlez dans la page 42 des portes, des fenêtres, là, vous parlez de silencieux acoustique, donc est-ce que dans la porte ou dans la fenêtre on est bien on est quelque chose? Bien. Les silencieux acoustiques, on les place dans des zones, dans des ouvertures qu'on ne nécessite pas. Par exemple, ici, les silencieux sont placés pour des ouvertures d'aération, dans lesquelles on n'a pas besoin d'accéder comme personnel ou intervenir. Et ils ne sont pas touchés, on ne peut pas intervenir à l'intérieur. Mais pour les entrées et les sorties, on traite les portes, on fait la conception d'une porte avec les matériaux absorbants, et il faut traiter soigneusement les joints pour une étanchéité, parce qu'une petite fuite, tout le sang peut traverser à travers. Et dans les portes, est-ce qu'il n'y a pas des solutions? Je ne sais pas, par exemple, pour les chambres thermiques, on met des rideaux verts, on met des choses comme ça. Pour les parois sont les portes. Les portes et les ouvertures. Là aussi, ouvert. Il y a une légère différence entre les portes et les ouvertures. Les ouvertures dont on ne trouve rien. Par exemple, pour l'entrée et les sorties
des produits de notre machine. Une machine qui est dans une chaîne, qui fait traverser le produit en entrant et en sortant, on ne peut pas les traiter, c'est ouvert tout le temps. On peut le traiter par exemple pour s'il y a une cadence précise, par exemple le produit passe une fois chaque 10 secondes, on utilise des portes qui respectent ce temps-là et ne s'ouvrent que pour le passage de temps. Mais pour des ouvertures tout le temps, on peut, par exemple pour les aérations, juste passage d'air, on a besoin juste de passage d'air, on installe des solutions. Pour les portes, on les traite, les portes sont supposées comme des parois, mais juste on a Si on sait faire l'accès du canalisation, on tire sur du classique. Donc ça c'est la porte. Mais pas l'intermédiaire, il y a une sorte de canalisation, plus ces modules industriels. Donc si on peut avoir un canal avec un vêtement, et plus si le canal est plus long, alors l'absorption est plus importante. C'est comme ça qu'on observe dans les entrées et sorties. S'il y a deux modules, un à l'entrée et un à la sortie. Et ces modules, c'est celui-là avec le vêtement. Pour évacuer l'air, le vêtement essentiellement l'absorbe. Donc on a une ouverture, mais dans le schéma, l'ouverture absorbe. Bon, alors, au moyen de lutter contre le oui, est-ce qu'on peut pas lutter contre le oui directement en intervenant sur les machines? Oui, c'est possible. Cette phase, et elle est indiquée en introduction, cette phase n'est utilisée que lors de l'intervention, après l'intervention sur la machine. Parfois, la conception de la machine impose une forme géométrique précise qu'on ne peut pas agir sur la source. Par exemple, pour les boîtes de vitesse. Pour les boîtes de vitesse, on utilise les pignons à tension hélicoïdale pour réduire le bruit. Alors, en marche arrière, lorsque la conception ne nous permet pas, en présence de 3 pignons en contact, on est obligé d'utiliser des gros pignons à denture de boîte, et cela cause les sons particuliers de clochardage de voiture. Parfois, la conception impose, il n'est pas évident de le développer. En tout cas, des fois, Parfois, l'intervention à la conception, c'est plus onéreux, plus coûteux, et parfois, faire un encombrement s'avère plus rentable. C'est une solution qui peut être construite, une machine qui existe. L'inspection de Mais, travail, contre le coût de passe. Si on ne peut pas agir sur la source, il faut agir sur les soins d'exploitation. Une solution, sinon confondant. D'accord. Ok, c'est C'est juste une remarque, c'est pas un manque de respect à M. Chouchen que j'ai fait. Je ne veux pas faire part, mais c'est juste une expérience et je m'excuse. Ok. Bon, donc on va s'arrêter là. Nous allons passer à l'évaluation. Merci beaucoup. On va essayer de laisser. C'est vous. Allez, bon, un genou. Vous êtes fini. D'accord.